monde à ce panel. On va comme un petit peu commencer l'ambiance 5 à 7. On va essayer de faire ça relax, le panel. L'intention d'un panel, c'est que plusieurs avis discutent d'un même sujet. Donc aujourd'hui, le panel qu'on vous présente, est-ce qu'il y a un titre? Non, il n'y a pas de titre. Donc c'est l'importance des données, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les freins à l'accessibilité à ces données-là? On a vu dans l'historique tout à l'heure qui était présenté, on a vu aussi dans les différents publics qui ont présenté, les différentes personnes qui ont présenté que l'accessibilité aux données, eh bien, ce sera toujours à travailler pour les 20 prochaines années. Alors, je vous invite à accueillir ma première panéliste qui s'appelle Mathilde Jutras. On peut l'applaudir pendant qu'elle s'en vient. Mathilde, elle est professeure en océanographie physique et biogéochimique. Elle travaille à l'UQAR, à l'ISMER à l'UQAR, donc Institut des sciences de la mer. J'ai aussi demandé à mes panélistes de se présenter de manière un petit peu plus personnelle et d'apporter un élément de leur vie comme un peu plus privée, moins scientifique ou scientifique de données. Alors, Mathilde, on a parlé beaucoup de plein air, d'aller dans la nature, parce que quand on va dans la nature, quand on connaît l'environnement, eh bien, on a envie de le protéger. Ça vient un peu ensemble. Et j'ai demandé à Mathilde, es-tu plus fleuve ou forêt, qui est la question pour tous les gens qui font du plein air à Rimouski. Elle a dit, yesh, c'est à peu près ce qu'elle a dit, c'est un petit peu comme un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Elle a dit, hey, merci gang, ça c'est beau ça. Elle a dit, c'est vraiment dur à décider. Un endroit que j'aime beaucoup, eh bien, c'est le parc Beau-Séjour, longer la rivière Rimouski, qui nous offre un petit peu des deux environnements et qui nous offre aussi surtout de la nature en pleine ville. Et ça, c'est vraiment précieux pour Mathilde et pour, j'imagine, la majorité d'entre vous. Mathilde, je t'ai demandé d'apporter un objet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bonjour. J'ai amené ma petite planète Terre qui est ici, proche de mon cœur. Merci! Oui, on peut l'applaudir encore, elle est vraiment cool. J'invite mon deuxième panéliste à se joindre à nous. Il s'appelle Patrick Morin, on peut l'applaudir. Patrick est biologiste de formation et c'est aussi le directeur général du Conseil régional de l'environnement du BSL du Bas-Saint-Laurent, mieux connu sous le nom de CRE-BSL. Bonjour Patrick, merci d'être là avec nous. Bonjour. Yes, c'était beau ça, le petit passe de micro qui sort de nulle part, j'ai bien apprécié. Quand j'ai demandé à Patrick, encore une fois, de me partager quelque chose d'un peu plus privé, il a aussi parlé de nature, de plein air, de profiter de l'extérieur, des endroits moins balisés. Et des romans graphiques. Est-ce que tu voudrais nous présenter celui que tu as apporté aujourd'hui, Patrick? Oui, j'ai amené Le Monde sans fin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de lire ça. En fait, je voulais amener Portugal de Pedrosa, que je vous recommande aussi fortement, mais je l'ai prêté à quelqu'un, je me souviens plus qui. C'est pas un problème, c'est pas que j'aurais besoin de donner faire pour gérer ma bibliothèque. Donc, Le Monde sans fin, en fait, c'est un roman graphique qui explique un peu notre relation à l'énergie, je dirais, de façon très simple, là, mais ce que le roman graphique permet, c'est de vraiment mettre en image des concepts en énergie. C'est assez compliqué, toute cette question-là, par rapport au changement climatique, puis ça permet vraiment de vulgariser très bien ça, donc à lire. Merci Patrick. En effet, la soft vulgarisation, comme j'aime dire, par le roman graphique, c'est très intéressant. Je vous le recommande. Et le dernier, mais non le moindre, c'est la personne qui a fait le plus de kilométrage cette semaine. Et lundi, en Abitibi-Témiscamingue, mardi Montréal, mercredi Québec, jeudi Rimouski. Merci beaucoup Yacine Yadaden d'être avec nous aujourd'hui. Yacine est professeur, lui aussi à l'UQAR, mais sur le campus de Lévis. Il est dans un département qui se nomme mathématiques, informatique et génie. Yacine a une formation comme ingénieur mécanique, donc électrique, excuse-moi, et bois. Mélangez-vous pas entre les ingénieurs, gang. Ingénieur électrique. Et ça lui permet d'avoir une vision qui est intéressante entre la machine, donc le génie électrique, et le logiciel que la machine fait rouler dessus. Donc le software et le hardware, il y a une belle vision unie de toutes ces belles choses-là que moi, je ne comprends pas du tout. Quand j'ai demandé à Yacine une chose un peu plus personnelle, il m'a dit « Je suis un gros geek ». Et là, j'ai beaucoup ri parce que je pense qu'on peut tous et toutes se définir des fois comme quoi on est des geeks un petit peu dans la science, mais tu m'as dit une sorte bien spéciale de geek, un otaki, c'est-à-dire un geek qui aime les otaku. Un otaku. Alors, qu'est-ce que je t'ai amené comme livre? Donc, je t'avais demandé d'apporter des mangas que t'aimes. Tous tes mangas sont chez vous. Tu pouvais pas en apporter. Alors, j'ai loué pour toi Akira. Tu veux-tu nous en parler? Donc, oui, effectivement, je suis un geek.
je suis un otaku, j'adore les mangas, j'adore les animés. J'ai grandi avec Hayao Miyazaki, par exemple, qui se soucie énormément de la nature, Princesse Mononoke, le Chaperon ambulant, etc. Puis aussi avec d'autres mangas un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus noirs. C'est comme pour Akira, c'est un des, on va dire, une des œuvres qui m'a le plus marqué, on va dire, qui a différencié en fait les dessins animés qu'on a l'habitude de voir des mangas et de la culture un petit peu japonaise. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose que je vous recommande, pas pour vos petits-enfants là, mais pour vous, oui. Merci beaucoup, Yacine. On l'a pas applaudi, je pense, Yacine, hein? On l'applaudit pour cette semaine. Alors, le panel va se dérouler de la manière suivante. Je vais poser quelques questions à nos 3 panélistes. L'ordre est déjà établi. On a fait des pré-entrevues, donc on a une petite idée de qu'est-ce qu'il va se dire. Mais ça m'intéresserait que chacune d'entre vous ait l'opportunité de poser vos questions. Que vous ayez cette opportunité-là. Donc, à la fin du panel, on va garder un temps de questions réglementaires, comme la majorité des panels le prévoit. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les noter de la manière que vous le souhaitez, de manière fair, s'il vous plaît. Et ensuite, on va, à la fin du panel, je vais ouvrir le micro aux personnes en assistance de manière à ce que vous puissiez poser vos questions. Ça vous va? Pas tout en même temps? Merci. Alors, on commence avec une première question. C'était la pause où vous êtes conté des histoires. On va continuer à raconter des histoires. En communication, on le sait, les histoires, c'est très populaire, ça fonctionne bien. J'aimerais ça que vous commenciez à me raconter une histoire avec les données fair. Donc, une histoire qui vous est arrivée dans votre vie, dans laquelle les données fair étaient importantes ou les données n'étaient pas fair. Donc, hey, je ne vous ai pas défini c'est quoi des données fair. Puis, je ne sais même pas s'il faut le dire avec un accent anglo comme je fais depuis le début ou il faut dire faire. Alors, vous pouvez me le dire. C'est comment qu'on est supposé dire ça? Personne ne sait, c'est bon, parfait. Bon, je vais dire faire, les données fair. Donc, c'est des données qui sont ouvertes, qui sont accessibles, donc on peut y avoir accès, qui sont interopérables, c'est mon bout de préféré, et réutilisables. Alors, on va en parler tout au long du panel. Alors, Mathilde, j'aimerais commencer avec toi. Tu as une histoire en lien avec, je crois, tes études. Oui, bien, quand on s'est parlé avant le panel, j'avais raconté le fait que j'ai quelques cheveux blancs, mais je suis quand même pas très vieille, comme vous pouvez le deviner. Ça fait pas super longtemps que j'évolue dans le système de la recherche, mais j'ai vraiment vu tellement de choses évoluer avec l'OGSL. Puis quand j'ai commencé mon doctorat, ce que je fais, moi, c'est beaucoup de rassembler toutes sortes de données existantes, puis les mettre ensemble, puis essayer de découvrir des choses avec ça. Donc, c'est ce que j'ai fait au début de mon doc. Puis, c'est ça. Puis après ça aussi, on avait généré des nouvelles données, on voulait les partager avec l'OGSL. C'était moins comme, facile, puis avec des belles interfaces comme on a maintenant. Puis maintenant, je suis retournée voir récemment parce que là, je voulais justement retélécharger les données, puis j'ai fait comme « Wow, mais c'est rendu tellement facile à utiliser, tellement pratique, fait que ça, je suis sûre que ça augmente vraiment beaucoup l'utilisation. » Donc, bravo à l'OGSL. Fait que c'était ma petite histoire de l'évolution que j'ai vue là, en quelques années, vraiment astronomique. Là. Merci beaucoup. Bravo, l'OGSL. Ça avance vite vos affaires. Merci. Je passerai tout de suite la parole à Patrick. Toi aussi, c'était pendant tes études, je crois. On parlera pas de cheveux blancs, là? Oui, non, on parlera pas de cheveux. Plus la barbe, tu sais, ça a plus été la barbe. Les cheveux, ils disparaissent plutôt que de blanchir. Mais, tu sais, bon, comme ça a été dit aussi tantôt, tu sais, mon doctorat, je l'ai commencé en 2003, puis tu sais, j'ai commencé. En fait, mes données de doctorat sont soit sur un disque dur externe, peut-être dans un serveur à l'UQAR, mais ils sont certainement pas interopérables. Puis même, j'ai eu un flash tantôt, on parlait des supports. Ma maîtrise, je pense que c'était sur un disque zip qui était comme un truc avec un ruban, là, tu sais. J'ai un backup de ça encore dans mon tiroir, tu sais, de toutes mes données de maîtrise. Puis, effectivement, ces données-là, moi aussi, je travaillais beaucoup avec des données secondaires. C'était sur la forêt privée et publique du Bas-Saint-Laurent. Donc, je peux aller chercher de la nouvelle donnée, je suis allé en chercher beaucoup. J'étais content d'avoir accès à ces données-là. Il y avait beaucoup de données potentiellement disponibles. Je me suis quand même amusé à essayer de les faire fitter ensemble pour que mon dispositif fonctionne. Puis reste que c'est un peu perdu, parce que à part si vous essayez d'ouvrir mon fameux fichier Access pour essayer de comprendre ce que j'avais dans la tête dans cette période-là, ben, bonne chance. Fait que, ouais, moi aussi, c'est un peu ça. Je me rends compte à quel point. Puis pourtant, dans le cadre de mon doctorat, j'avais initié la discussion dans mon labo
à ce qu'on ait une personne, c'était dans les labos de forêt, à ce qu'on ait une personne qui ait le rôle justement de rassembler toutes les données, parce que c'était aussi les données sur l'historique des forêts du Bas-Saint-Laurent, comment ça serait bien de toutes les ramasser, puis de s'assurer qu'on puisse construire là-dessus et que ça ne soit pas perdu à chaque fois qu'une maîtrise ou un doc se ferme, mais bon, Merci. ça n'a pas fait. Mais je pense pas, en tout cas. Le suspense est encore là. Yacine, je t'invite à nous parler de données que tu as trouvées qui n'étaient pas tout à fait compatibles, peut-être, les unes envers les autres. Et oui, effectivement, moi je travaille sur l'intelligence artificielle, donc j'essaie de l'intelligence artificielle appliquée, c'est-à-dire qu'on essaie de développer des modèles prédictifs pour faire de la classification, de la reconnaissance, etc., en utilisant l'intelligence, on peut dire, de la machine, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, pour construire nos modèles, nous avons besoin de données. Sans données, on ne peut rien faire. On a beau avoir un petit peu toutes les compétences techniques, les outils, les machines, etc., mais sans données, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui fait que donc, quand on choisit un sujet, un des sujets dont j'ai parlé avec Gabriel, c'était sur on va dire un projet de détection intelligente de la fatigue au volant pour prévenir les accidents. Puis on est allé chercher des données pour travailler sur ce projet-là. Et puis on s'est rendu compte qu'on a trouvé 4 bases de données de référence qui étaient disponibles. Et les 4, chacune d'elles avait des lacunes. Donc chacune d'elles, il y avait un problème, soit au niveau de l'étiquetage, de la labellisation, du type de données qu'elle contenait, ou bien on va dire de la quantité d'échantillons qu'il y avait. Donc, dans chaque base de données, il y avait un problème, ce qui fait que ça nous a poussé, malgré qu'on a essayé de travailler avec, ça nous a poussé à collecter nos propres données. Il était assez difficile un petit peu aussi de communiquer avec ceux qui ont mis les bases de données en ligne pour essayer de leur dire, voilà, il manque ça, il manque ça. Donc, ce qui fait que ça nous a un petit peu poussé à définir notre propre protocole, à essayer de rassembler toutes les lacunes, les corriger et mettre en place notre propre protocole pour collecter des données que, bien évidemment, on va partager avec la communauté scientifique. Pour ne pas poursuivre la problématique. Merci beaucoup, Yacine. On y va avec une deuxième question. Maintenant, j'aimerais que vous me discutiez, qu'on parle de l'importance des données ouvertes dans votre travail. Il y a 4 lettres dans les données FAIR, c'est les données trouvables, accessibles, interopérable, mon mot préféré, et réutilisable. Donc, on va y aller. Je vais vous donner chacune une lettre. Alors, Yacine, j'aimerais que tu me parles de l'accessibilité des données. Tu as déjà commencé à en parler un peu, mais si tu veux continuer, s'il te plaît. Oui. Donc, il y a, en fait, les données, il y en a différents types. Il y en a des données qui ne sont pas très sensibles. Par exemple, quand on parle de données météorologiques, ça, ce n'est pas quelque chose de critique. Donc, on peut y accéder sans problème. Mais dans le domaine de la recherche, on a différents types de données. Par exemple, je pourrais parler des données qui impliquent les êtres humains. Et donc là, ces données-là, il y a une question un petit peu on va dire de confidentialité, ce qui fait qu'on ne peut pas y accéder facilement. Ça prend tout un protocole, toute une validation, etc. pour y arriver. Donc, ce n'est pas tout le temps facile d'y accéder. Parfois, on se retrouve, par exemple, on a des plateformes qui existent, comme l'OGSL, on a aussi Physionet, pour ceux qui connaissent, sur toutes les données physiologiques. Mais il y en a aussi d'autres bases de données qui sont très difficiles à accéder. Par exemple, des fois, il faut communiquer avec l'auteur du papier s'il a toujours son adresse courriel qui est fonctionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des étudiants, ils terminent puis ils n'ont pas accès. Et donc, ou essayer de le contacter par d'autres moyens pour essayer d'avoir accès à ces données-là et les réutiliser dans nos recherches. Donc, je trouve que c'est vraiment critique pour nous d'avoir, on va dire, cette accessibilité, de faciliter ça. Et j'ai remarqué depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de plateformes qui sont lancées. Donc il y a le GSL qui existe, mais il y a aussi d'autres plateformes. Et chaque plateforme va être spécialisée dans un certain type de données. Je parle aussi, pour peut-être certains d'entre vous connaissent, il y a aussi Kaggle. Donc c'est une plateforme en ligne qui permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle et d'accéder aux données, mais ils ne sont pas aussi organisés, standardisés qu'on voudrait. C'est n'importe qui vient, il met les données. Donc ils sont accessibles, mais ils ne sont pas organisés et standardisés, donc ça ne facilite pas forcément le travail. Voilà. Merci beaucoup, Yacine. Patrick, j'irai avec toi. J'aimerais que tu nous racontes comment aussi les données pourraient être plus trouvables, peut-être, dans ton travail, entre autres au Creux BSL, peut-être. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on génère pas beaucoup de données, mais on fait beaucoup de concertation, puis on est beaucoup consulté. Donc, par exemple, quand il y a les BAP pour le dragage des différents ports au Bas-Saint-Laurent, donc là, ou le déménagement de la traverse, on va être consulté là-dessus.
puis de trouver la donnée pour faire en sorte de baser nos avis, nos recommandations, nos mémoires sur une donnée qui est solide. Pour nous, c'est un enjeu, donc d'avoir accès à ça. Puis aussi, dans d'autres types de consultations, on va chercher à, par exemple, là présentement on travaille sur les aires protégées, on fait des ateliers de cartographie participative. Donc là, c'est un exemple qui n'est pas sur le Saint-Laurent, mais qui est terrestre. On va chercher à donner une carte de départ avec le plus d'informations possible. Puis bon, on demande à tout un chacun de nous partager les données. C'est pas tout le monde qui est aussi willing. Des fois, on nous fait signer des ententes de confidentialité qui n'ont plus de fin. Donc, c'est vraiment un enjeu, alors que la plupart de ces données-là, vous le savez aussi bien que moi, ont été payées avec des fonds publics. Donc, elles devraient être accessibles à tout le monde et faciles à trouver pour, après ça, faire en sorte qu'on ne réinvente pas la roue à 3 boutons, comme le dirait sa maman à chaque fois. Parfait. J'ai été coupée par sa maman. Oui, je sais, il a coupé beaucoup de monde quand il l'a sorti, Je sais celle-là. pas. Merci beaucoup, Patrick. Je terminerai avec toi, Mathilde, s'il vous plaît, pour la fonctionnalité des données de manière à ce qu'elles soient interopérables. Tu m'as raconté une anecdote, j'aimerais ça que tu nous la... Puis comment que ça fonctionnait aussi dans ta recherche. Oui, c'est ça. Comme j'ai mentionné tantôt, ce que je fais souvent, c'est de rassembler les données existantes, d'essayer de les mettre ensemble, parce que quand on met plein de petites bases de données ensemble, ça devient puissant. Mais ça vient aussi avec des défis, puis c'est là l'interopérabilité. Donc il faut que tous ces datasets-là puissent être mis ensemble. Puis il faut faire attention quand on fait ça. On ne fait pas juste naïvement télécharger les fichiers Excel, puis mettre ça un après l'autre, puis regarder. Parce que la première chose, moi, que je fais, c'est de juste, disons, les tracer en fonction de certaines variables. Puis des fois, on va voir qu'il y en a qui ont vraiment un biais systématique. Puis à ce moment-là, il faut vraiment être prudent. Parce que par exemple, si on utilise ces données-là pour regarder des tendances à long terme, puis que les gens avant utilisaient une certaine technologie pour prendre des données, puis qu'à un moment donné, ils ont switché vers une autre technologie, si je fais juste tracer une droite, puis je regarde, je vais peut-être dire oui, il y a de moins en moins de telle chose, ou en tout cas, les changements climatiques font tel truc, mais que si on regarde attentivement, c'est juste à cause de biais finalement dans les méthodes qui ont changé. Donc c'est vraiment important quand on met les données ensemble, de regarder tout ça. Puis après, pour l'interopérabilité, c'est sûr que le format peut aider, mais il reste qu'il faut encore quand même faire ce travail-là. Un autre truc que j'avais mentionné aussi, c'est on est passé, en particulier en océanographie, avant, la seule manière de récolter les données, c'était d'aller en bateau. On prenait un échantillon de bouteille, puis là, on mesurait une variable à un endroit. Donc, on avait, disons, sur un an, on sortait quelques fois, on avait quelques dizaines d'échantillons de points tout au plus. Maintenant, on a des senseurs autonomes qui prennent des données, ils peuvent prendre une donnée à chaque seconde pendant toute l'année. Donc, finalement, on a beaucoup plus de données en termes de volume. Fait qu'encore une fois, si on veut mettre ces données-là ensemble, on ne peut pas juste les mettre ensemble parce que les nouvelles données vont complètement éclipser les anciennes. Donc là, il faut aussi faire des techniques de, par exemple, on peut faire la moyenne sur certaines zones, sur certaines périodes temporelles ou faire un sous-échantillonnage. Donc, il y a toute cette réflexion-là à avoir quand on veut mettre les données ensemble. Puis, ouais. Merci beaucoup. Yacine a quelque chose à rajouter, puis après ça, Patrick, j'aimerais ça que tu discutes aussi à propos de ça, parce que dans ton doc, tu avais des données historiques, puis des données contemporaines. Fait qu'on va y aller avec Yacine, puis ensuite Patrick. Je vais juste rajouter un petit détail par rapport à ça, parce que tu as parlé de capteurs, et il y a aussi, donc les capteurs, ça évolue. Donc la précision des capteurs qu'on utilisait il y a 5 ans, par exemple, les capteurs qu'on utilise actuellement sont différents. Donc, du coup, même en termes de la qualité des données ou leur précision, etc., ça varie. Il y a aussi, pour le traitement des données, on va dire les algorithmes et toute la partie un petit peu, le stack technologique a évolué également. Donc, ce n'est pas les mêmes techniques qu'on utilise, qu'on utilisait il y a 5 ans. Et ça va à une vitesse, on va dire, énorme. Donc, des fois, on se base, par exemple, sur certains capteurs maintenant pour collecter nos données, puis dans 2 ans, puis c'est complètement obsolète, il dit c'est plus aussi précis que ce qu'on a actuellement. Donc c'est quelque chose qui évolue rapidement, mais il faut toujours, le défi c'est de trouver un moyen de garder la pertinence de ces données-là. Donc même si ils ont été captés avec des capteurs, on va dire, qui sont un petit peu plus vieux, mais il faut garder l'information quand même, et donc ça c'est un gros défi. Merci Yacine, ça me fait vraiment beaucoup penser à James Webb et Hubble. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Hubble, les télescopes spatiaux dans l'espace. Il y avait Hubble qui était là depuis tout le temps. Il envoyait des photos, puis là James Webb est arrivé, puis là les photos de l'espace n'ont plus aucun bon sens.
c'est un petit peu dans cette optique-là. Hubble a servi pendant longtemps à ses données son temps carbone. James Webb, c'est vraiment plus beau, mais ça reste qu'il faut utiliser les données aussi archéologiques. Patrick, trouve le beau mot là, pour dire ça. Hey non, mais sérieusement, là, j'ai un blanc sur ce que je t'ai dit, fait qu'il va falloir que tu m'aides un petit peu. Ben oui, certainement. Parce que là, tu veux que je te dise de quoi que je t'ai déjà dit, mais que je me souviens plus. Ça J'ai vu fouiller dans tes notes. Ben là, c'est ça, je suis comme, si j'ai bien pu y dire d'intelligent qu'il faudrait que je ressorte maintenant, tu sais. C'était pas dans le précédent. Mais il faut juste pas que l'assistance le sache. C'est bon, OK? Personne n'écoute, Entre ils nous, boivent là. leur café, ils sont pas concentrés. On avait parlé, pendant ton doctorat, tu avais utilisé des données qui étaient des forêts publiques et des forêts privées. Puis plus tard, dans ton travail au CREB-ESL, de pouvoir réutiliser des données que tu avais déjà utilisées ou que d'autres personnes avaient déjà utilisées ou qui étaient des données comme, pas anciennes, mais un petit peu du temps passé, puis des données finalement historiques, donc peut-être dans des documents historiques ou des outils de mesure qui sont différents de ce qui sont utilisés aujourd'hui, puis comment les arrimer avec les données contemporaines, donc avec les données des nouveaux outils de mesure, des nouvelles sondes, de la bouée qui prend une donnée aux secondes, comment arrimer ces deux-là justement de manière à ne pas laisser de côté les données historiques qui ont une importance? Je pense qu'en essayant de me donner la réponse, là, c'est ça, c'est vraiment ce problème-là qu'on a, je pense, par exemple, les données historiques, c'était des données qui étaient basées sur des carnets d'arpentage. Donc, les arpenteurs faisaient le tour de la forêt, puis décrivaient la forêt, puis c'était très... il y a beaucoup de prose là-dedans, là, quand tu relis les carnets d'arpentage. Fait que là, après ça, pour réussir des collègues avaient réussi à standardiser ça, puis à rendre ça, finalement, que ça rentre dans un tableau Excel. Fait que oui, ça nous donnait un certain portrait de la forêt. Puis après ça, ben là, on arrive aujourd'hui avec des données plus récentes, puis... c'est tout bon. Je me suis amusé à essayer de modéliser l'évolution de la forêt sur Stella, tu sais. Puis il y a quand même beaucoup de limites à ça parce que, comme vous l'avez dit dans le fond, c'est que la fréquence des données ou la façon dont on va être capable de faire la correspondance, même moi, vous essayeriez d'ouvrir mon set de données de doctorat, vous auriez de la misère. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là d'être capable de faire du sens, je sais que c'est pas français ce que je viens de dire là, mais sur de longues perspectives, parce que quand on pense à des écosystèmes comme celui du Saint-Laurent ou à une forêt qui évolue, puis là, bon, c'est à coup de révolution forestière, au coup de 100, 150 ans, ben, les évolutions sont tellement sur des temps longs. Puis après ça, on rajoute les changements climatiques, ça devient très difficile donc de réconcilier cette cette longueur-là dans les données m'apparaît vraiment difficile. Puis je pense que c'est quelque chose, vous en avez parlé, puis pas mal tout le monde dans la salle s'est déjà confronté à ça. Merci beaucoup, Patrick. En effet, je trouve que c'était très interopérable ce que vous disiez. J'essaie de plugger mon nouveau mot pour ne pas l'échapper. Donc, on a fait les 3 premières lettres, donc que les données soient, j'ai besoin de mes notes, trouvables, accessibles et interopérables. Il reste le R qui est la réutilisabilité, c'est pas ça, que les données soient réutilisables. Donc, comment recycler les données, comment les réutiliser. Vous avez déjà nommé les 3 dans vos disciplines, dans vos domaines, l'importance des données, d'aller chercher les données, de pouvoir les réutiliser. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus. Mathilde, tu m'avais entre autres parlé que les données ne soient pas seulement disponibles pour les personnes qui sont vraiment en sciences ou en recherche ou des personnes scientifiques. Est-ce que tu veux m'en parler un peu plus? Oui, mais là, j'avoue qu'encore une fois, il va falloir que tu me rappelles plus ce que j'ai dit. Oui, je suis d'accord avec le mois du passé. Je pense Il y a quelqu'un qui a une DeLorean ici, s'il vous plaît, dans la salle. Je pense l'idée que ce soit dans un format qui est... Ah oui, je pense que j'avais parlé de ça, d'avoir un format qui n'est pas critique. Là. Des fois, on peut télécharger des données dans un format... des points d'ordre, des points XLS, puis d'avoir, c'est ça, quelque chose de facile à lire. Ça, je pense que ça va aider à ce que tout le monde puisse aller les utiliser. Notre Josette était bonne, par exemple, lundi, c'était pas. On aurait dû le faire sur le coup. On était meilleur sur le coup que préparé, tu sais. Merci Mathilde. Yacine, on dirait que tu as le goût de prendre ton micro. Je voudrais parler des formats de données parce que c'est vrai que c'est un petit peu parfois compliqué. Moi, en tant qu'informaticien, j'ai affaire à plusieurs formats de données. Des fois, c'est des formats qui sont assez basiques, par exemple sous forme de fichiers Excel. Mais on a aussi d'autres formats maintenant. Par exemple, on a du JSON, on a du XML, on a d'autres formats qui sont un petit peu plus spécifiques. Et la manière dont ils sont structurés n'est pas forcément facile, on va dire, à lire ou à interpréter. Puis ça prend différentes technologies. Donc,
je dirais qu'on a une difficulté en fait parfois pour se familiariser avec tous ces formats-là, parce que c'est pas tout le temps, je dirais, supposons que moi je travaille sur une base de données, je pourrais la télécharger au format par exemple Excel, donc ou CSV, puis j'ai une autre base de données qui est en JSON. Le format n'est pas le même, mais si je dois faire la fusion des données, ça va demander une gymnastique. Donc il faut que je sois capable un petit peu de travailler avec, donc créer un script qui va me permettre de lire les données, de faire la correspondance, etc. Et ça peut représenter un défi, surtout par exemple pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine. Exactement. Merci. Si on parle de données réutilisables, de données qui peuvent être recyclées, Patrick, j'aimerais qu'on t'entende sur un petit peu comment vous faites au CREB ESL pour outiller les décideurs par rapport à ces données-là. Comment vous travaillez là-dedans? Ben, en fait, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est-à-dire que nous, on est concertés souvent, puis on va essayer de donner des meilleurs outils d'aide à la décision. Donc, pour construire ces outils d'aide à la décision-là, puis ça peut prendre différentes façons, différentes formes, on va aller chercher de la donnée. Et je pense qu'il y a une partie aussi pour aider tout ce beau monde-là à s'aider. Il va y avoir un certain travail de fond à faire pour conscientiser les décideurs à l'importance de ces données-là, puis qu'elles soient bâties dans la perspective d'être faire, donc de pouvoir être partagées. Donc, si on fait ce travail-là auprès des élus, des décideurs, que si on investit telle somme d'argent public dans tel projet, on devrait faire en sorte que la donnée puisse subsister au projet puis continuer à être utilisée. Donc, il y a un travail d'accompagnement qui est à faire, puis l'OGSL est particulièrement bien placé, mais un peu aussi tout le monde, dans nos différentes postures, on peut, je pense, contribuer à ce narratif-là pour faire en sorte que, finalement, que les décisions soient éclairées, mais il faut aussi aider les décideurs à faire en sorte que le contexte soit favorable à ce qu'ils puissent être éclairés avec cette donnée-là, si vous me suivez dans ma logique circulaire. Mathilde, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des chercheurs aussi qui ont les données et qui ne vont pas toujours les mettre, donc responsabilité partagée. Qu'est-ce qui pourrait inciter les chercheurs à déposer leurs données, Mathilde? C'est censé être des bonnes personnes. Non, mais je pense que c'est un peu, ça revient à ce que tu disais, c'est s'il y a par exemple un soutien financier qui est là pour ça, parce que ça demande quand même du temps, on parlait tantôt de format, c'est sûr que c'est quelque chose qui demande du temps, donc c'est facile de toujours le remettre à plus tard, mais s'il y a du soutien, là, ça va aider. Il faut que ce soit prévu à l'avance. Oui, exactement. Donc, que ce soit prévu en amont. Puis, en parlant de prévoir en amont, quand on fait de la prise de données, Yacine, tu m'avais raconté que dans la prochaine prise de données que vous allez faire, parce que les 4 bases de données n'étaient pas utilisables finalement, vous allez aller chercher plus d'informations que ce dont vous avez besoin. Dans une optique de réutilisabilité, encore ce mot-là, il existe probablement. Comment ça vous a fait réfléchir à cette idée-là? On essaye un petit peu d'anticiper. Donc, c'est-à-dire que je me dis que, surtout actuellement, on a tellement de capteurs, ils sont vraiment pas chers. Je veux dire, dans le sens où on peut les acheter, ils sont pas chers par rapport à ce qu'ils étaient avant. Même les cartes qui permettent de lier, par exemple, tout le monde connaît les Raspberry Pi, les Arduino, les SP32, enfin, ces petites cartes-là, ça coûte pas cher, ça coûte quelques pièces. Les capteurs également. Donc, on part du principe, on se dit, si on va collecter une base de données, il y a tout un travail, c'est pas juste côté technique. On doit définir donc le protocole qui contient plusieurs informations sur les scénarios de collecte de données, sur le type de participants, sur les conditions d'acquisition. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Donc on se dit, si je dois faire cette campagne de collecte qui va me prendre du temps, parce que ça prend du temps de trouver les participants, de faire la collecte, autant le faire avec le plus de données possible. Même si certaines des données que je vais collecter, je ne vais pas les utiliser à court terme, mais je me dis, ok, je vais les collecter, peut-être plus tard, ça va donner des idées pour d'autres chercheurs, ou même, par exemple, au sein de l'équipe, de dire, ok, cette piste-là, on aurait pu l'explorer. Au lieu de refaire toute la campagne de collecte de données, je vais utiliser les données que j'ai déjà, étant donné que j'ai collecté ces types de données dont j'ai besoin. Et ça ne prend pas beaucoup de temps d'ajouter juste un capteur ou quelque chose comme ça lors de la collecte. Et j'aimerais aussi rajouter un petit point par rapport à l'importance du partage des données. Donc, parce que ça a été dit, comment un petit peu sensibiliser les décideurs par rapport au fait de partager ces données-là, etc. C'est vrai qu'il y a un défi
sur le partage des données parce qu'il y a certaines données qui sont, on va dire, facilement, on va dire, partageables. On peut les partager sans problème. Il y en a d'autres données qui c'est un petit peu plus complexe. On sait tous que pour des fois faire notre collecte de données, on doit demander un certificat d'éthique qui doit être validé et tout ça. Donc, on est un petit peu soumis en quelque sorte à certaines, on va dire, certaines contraintes. Mais il faut savoir aussi que la majeure partie de l'innovation qu'on a aujourd'hui, je parle notamment de l'IA générative, les ChatGPT, Gemini, etc., ça se base sur des données qui étaient disponibles. S'il n'y avait pas les données qui étaient sur Internet, donc tous les articles, etc., on n'aurait pas ces modèles-là qu'on utilise pratiquement tous les jours et qui sont très utiles, qui nous font sauver pas mal de temps, mais ça se base sur la donnée qui était disponible. Donc, je dirais que les données, c'est elle qui va dire, les données, c'est les véhicules de l'innovation. Parce qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle et ça dépend vraiment des données qui sont disponibles. Merci Yacine. J'ai le goût de continuer à parler de ChatGPT. On voit que la qualité des données n'est pas toujours au rendez-vous pour Chat, fait que les résultats non plus. Qualité des données. Les biologistes, j'aimerais vous entendre un petit peu sur prendre des données comme Yacine proposait. Il va faire une collecte de données, mais il va aller chercher plus d'informations que ce dont il a vraiment besoin. Donc Mathilde, je ne sais pas si c'est aussi une pratique qui se fait en biologie. Oui, ben moi je suis plus en chimie physique, mais Oui. c'est la même chose. Puis oui, ça se fait beaucoup de prendre d'autres données. Puis justement, je pense qu'elles se retrouvent pas, elles sont pas utilisées par les chercheurs, mais elles se retrouvent pas toujours dans les bases de données non plus, alors que ça peut être, même si c'est pas utile pour nous, ça devient une richesse pour les autres, d'où l'importance là, de... Ouais, puis effectivement mettre un capteur de plus. Il y en a qui viennent un peu par défaut, puis on les met, puis ça ramasse plein de données intéressantes. Mathilde. En biologie aussi, Patrick? Oui, ben là, je suis plus trop dans l'acquisition de données, mais ça fait énormément de sens là, tant qu'à faire d'ouvrir la porte puis de s'entraider. Là, oui, effectivement. Mais c'est plus trop ma tasse de thé à moi directement. Fait que... Je me souviens un moment où j'assistais des amis dans du bagage d'oiseaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Et là, je demande, ah oui, qu'est-ce qu'on prend comme information? Puis là, ils pesaient l'oiseau, ils regardaient les plumes à la lampe UV pour voir l'âge de l'oiseau, tout ça, puis tout ça. Puis j'étais là, ah oui, à quoi ça sert ça? Puis ils m'ont dit, ah ben, je sais pas. Fait que c'est ça, prenez des données pour quelqu'un d'autre qui allait peut-être à un moment donné utiliser ces données. Merci. J'aimerais parce que quand on célèbre un 20e anniversaire, on pense, n'est-ce pas, à notre 40e anniversaire? C'est logique. Alors, en effet, j'aimerais qu'on discute un petit peu de qu'est-ce que vous voyez pour les 20 prochaines années de l'OGSL. Je vais commencer avec Patrick, puis il y avait la question que l'OGSL fasse partie des partenaires en amont de la prise de données, en amont des prises de décision, en amont des protocoles de recherche qui seraient écrits, qui impliquent entre autres des données, etc., de manière à rendre ça plus fair. Oui, ben, je me suis un peu scoopé dans la précédente question parce que là, ce que tu me dis là, c'est pas mal ce que j'ai dit tantôt. Donc, vraiment, c'est ce rôle-là d'accompagnement parce que je pense qu'il est mal compris. Tout l'aspect données, faut en avoir crunché un peu de la donnée soi-même pour comprendre la complexité de la chose, puis être capable de voir le défi que ça représente. Puis après ça, voir dans quel piège on peut tomber en n'y pensant pas en amont. Fait que, comme c'est une spécialité que peu de gens ont, c'est facile de continuer à perpétuer toutes les histoires qu'on se raconte depuis tantôt où est-ce que nos données n'étaient pas faites depuis le début. Donc, moi, je vois vraiment là un rôle d'ambassadeur puis d'accompagnement. Moi, je répète souvent ça, là, dans notre société, on a beaucoup tendance à financer facilement des patentes. On finance telle innovation technologique, un serveur, puis là, ça, c'est facile d'avoir de l'argent pour ça. Ce qui est difficile, c'est de financer le changement de comportement, puis ça prend de l'accompagnement. C'est un humain qui va accompagner un autre humain à arrêter de faire la même connerie encore et encore. Puis la même connerie, ça serait de faire en sorte de ramasser plein de données, les mettre sur même si c'est plus une disquette, là, que c'est un serveur, mais qu'elle ne soit pas interopérable, puis que cette donnée-là, payée avec des fonds publics, ne soit pas opérable. Fait qu'il y a vraiment là un rôle d'accompagnement. Puis moi, vraiment, je voyais l'OGSL jouer ce rôle-là, faire cette pédagogie-là auprès des différentes instances. Puis les chercheurs sont peut-être aussi, comme tu disais tantôt, un bon public. Les décideurs, les différentes instances, puis les bailleurs de fonds. Puis quand on fait nos différentes ententes
Puis les protocoles, là aussi, tu sais, quand le donneur d'ordre met un protocole qui t'enferme dans une logique où tu ne pourras pas faire en sorte de donner ta donnée au FIA, bien là, il y a peut-être, donner ta donnée à l'OGSL, il y a peut-être là aussi quelque chose à changer. Donc, je pense qu'il faut vraiment ce changement-là, l'accompagner, le prendre par la main, puis faire des interventions bien choisies à des moments clés. Merci. Yacine, tu avais parlé, entre autres, quand on avait parlé de l'avenir, du lien entre les scientifiques, par exemple, biologistes, géochimistes de l'océan et autres scientifiques, avec les personnes, les scientifiques de données. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Effectivement, parce que nous, quand on travaille sur, par exemple, l'intelligence artificielle appliquée, donc ça peut s'appliquer à différents domaines. Ça peut s'appliquer au domaine maritime, au domaine médical, sécurité routière, télédétection, on peut appliquer ça dans plein de choses. Donc on a les compétences techniques, on va dire, pour faire ça. On a aussi les technologies dont on a besoin pour traiter les données. Par contre, on n'a pas forcément l'expertise dans le domaine. Donc, par exemple, je prends un exemple simple. Si je prends des données par exemple, en lien avec le suivi des espèces, une espèce en particulier, moi je ne suis pas expert, donc je ne peux pas interpréter ces données-là ou les résultats ou l'information qui est extraite par mes algorithmes. Donc je dis mes algorithmes fonctionnent bien parce qu'ils m'extraient de l'information, etc. Mais est-ce que cette information-là est bonne ou pas? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ça, je n'en sais rien. Donc ça prend quand même des experts, on a besoin d'eux, c'est une nécessité. Moi, je ne peux pas, par exemple, faire, supposons une publication dans un domaine sans qu'il y ait un minimum de validation par rapport à ça. Parce que je sais que mes algorithmes, ils fonctionnent bien. Mais est-ce que les résultats qu'ils donnent, est-ce que c'est forcément, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est validé par un expert en disant oui, ce que tu as trouvé, on va dire c'est logique, c'est quelque chose qui a du sens pour moi, etc. Donc il y a ce besoin-là de un petit peu faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre les experts de chaque domaine et ceux qui font de l'informatique. Ceux qui font de l'informatique, parce que tu vas parler tout à l'heure de geek, on n'est plus des gens forcément qui sont dans nos grottes, devant nos ordinateurs à coder. Tu sais, on est des gens, on discute, on parle, on a la joie de vivre aussi, on fait pas que... Donc ce qui fait que moi personnellement, j'essaye... vu que je travaille, je suis plusieurs domaines, j'essaie un petit peu de mettre en collaboration avec différentes personnes, j'essaie de les approcher, j'essaie un petit peu de vendre un petit peu l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle, de dire voilà, vous pouvez vraiment gagner énormément de temps par rapport à ça. C'est pas forcément facile, mais on y arrive petit à petit. Puis il y a aussi un autre point qui est important, avant que j'oublie, c'est le fait que pour l'avenir, il y a on va dire les experts dans le domaine, mais il y a aussi les étudiants. Moi, je dirais que il y a Mathilde et puis Maxence qui étaient intervenus dans mon cours et pour donner un travail pratique, justement pour l'utilisation, récupérer des données, etc. Et puis eux, ils ne connaissaient pas l'OGSL, donc j'ai présenté, j'ai dit voilà leur mission, etc., qu'est-ce qu'ils font. Puis il y en a certains qui ont trouvé ça intéressant, ils disent on ne connaissait pas. Donc je trouve que c'est quelque chose d'important de se rapprocher des étudiants, parce que les étudiants, ça va être peut-être, on va dire, les scientifiques de demain, ça va être les décideurs de demain. Donc si on les sensibilise déjà on va dire dès l'université ou dès le cégep, je ne sais pas, ben peut-être que ça va avoir un impact à long terme. Voilà. Merci Yacine, merci beaucoup. En effet, on va rendre les étudiants encore plus geeks qu'ils ne le sont déjà. Et Mathilde, j'aimerais t'entendre un petit peu sur, justement, là, on a parlé beaucoup avec toi d'interopérabilité, tu es en biogéochimie, tu travailles avec différents aussi, d'autres professionnels, d'autres chercheurs, chercheuses. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça, dans la sobriété de la création de données? Ben oui, en fait, la sobriété, c'est quelque chose qu'on avait évoqué quand on en avait parlé, puis mais plus aussi en lien avec l'objectif de réutiliser des données. Puis j'aurais pu en parler tantôt quand on a parlé de réutilisabilité. Mais je trouve que le fait d'utiliser des données existantes aussi, au lieu d'aller chercher des nouvelles données, les nouvelles données vont être importantes pour des questions spécifiques où il faut qu'on aille chercher des nouvelles données. Mais je pense qu'il y a plein de sciences super intéressantes, vraiment de haut niveau, qui peut être faites avec des données qui existent déjà. Puis ça répond aussi à un besoin d'aller vers un monde où on utilise des approches un peu plus sobres dans tout, puis ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'aller pas chercher des nouvelles données? Ça veut dire moins de dépenses en carbone, ça veut dire moins d'impact sur l'environnement, ça veut dire de peut-être aussi ralentir, puis passer plus de temps finalement à analyser les données, puis comprendre des choses au lieu de planifier, puis tout ça, d'aller en chercher d'autres. Donc je trouve que ça permet aussi d'incarner un peu, surtout
quand on étudie le Saint-Laurent et les changements climatiques, d'incarner l'objectif derrière notre recherche, là, qui est d'essayer de comprendre les impacts que les humains ont en ce moment sur l'environnement. En effet, essayer de réduire nos impacts dans les étudiants, c'est toujours pertinent. Merci beaucoup. Ça serait le temps du mot de la fin avant qu'il y ait des personnes dans l'assistance qui posent des questions. Je suis une ancienne prof au secondaire, fait que je vais attendre qu'il y ait des questions. Je ne vais pas vous laisser partir de même. J'aimerais qu'en quelques mots ou quelques phrases, en fait, prenez donc le temps que vous voulez. Excusez, je ne vais pas vous restreindre dans le temps pantoute. J'aimerais que vous disiez, quand ça va être le 40e et que vous allez être là, ça va être le 40e de l'OGSL, qui est-ce que vous aimeriez voir? Quelle autre personne? Qui sont les autres intervenants, intervenantes que vous aimeriez accueillir dans l'assistance ou bien au panel, peu importe où est-ce qu'il ou elle s'assoirait? Qui d'autre est-ce qu'on devrait intégrer dans cette discussion-là des données de manière faire? Mathilde? OK. Ça va... J'espère que les autres vont dire autre chose, parce que c'est peut-être un peu plate, mais je pense que d'avoir... Là, il y a beaucoup de données sur le GSL, puis il commence peut-être à avoir un peu aussi des sorties de modèles. Fait que ça, moi, je trouve que de tout rassembler, des sorties de modèles et des données au même endroit, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, des modélisateurs. Yes, merci. Yacine? Moi, je dirais que... Donc, moi, je dirais que on devrait avoir plus de personnes, par exemple, qui font... parce qu'on a de plus en plus ce qu'on appelle des ingénieurs en sciences des données, ou des data scientists, des scientifiques des données et tout ça, puis qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Des fois, je dirais que c'est pas tout le monde qui a connaissance un petit peu de ces plateformes-là. Des fois, je veux dire, quand il y a, par exemple, c'est des étudiants ou des gens, ils disent, oh, on n'a pas de données, où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Je dirais que ce serait bien qu'ils soient là parce que ça permettrait un petit peu qu'ils sachent qu'il existe des initiatives comme celle-ci, qu'il y en a plusieurs, et puis ça leur permettrait de leur faciliter l'accès aux données et à l'utilisation. Puis aussi, ce qui est important, c'est qu'eux-mêmes donnent des commentaires par rapport à ça, parce qu'au final, c'est vrai que les données sont collectées, mais au final, je veux dire, ça va être les utilisateurs qui vont définir quelles sont leurs contraintes, leurs difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et je pense que leurs commentaires, leurs suggestions et tout ça, donc ça pourrait améliorer la façon dont les données sont gérées, dont la plateforme va être présentée à eux. Et donc ça leur faciliterait en même temps le travail, ça ferait en sorte aussi qu'ils sollicitent plus la plateforme pour avoir ces données-là. Meilleure utilisation des données finalement. Merci Yacine. Patrick? Ben, tu sais, moi, nous, au Conseil de l'environnement, on travaille beaucoup en concertation. En fait, on fait de la concertation en matière d'environnement et développement durable. Donc, notre outil, c'est d'asseoir les différentes personnes avec les différents points de vue pour essayer d'avancer sur des enjeux. Puis, c'est là où je pense que si on fait le travail dans 40 ans avec l'OGSL, c'est que l'OGSL va développer des partenariats puis va être plus présente comme organisation dans des instances de concertation de manière à ce que ça soit fluide, ce réflexe-là, que nos données soient faire et que, en fait, on prévoit une utilisation intelligente de ces données-là. Puis, tu sais, je veux quand même revenir sur la question de la sobriété parce qu'il y a vraiment quelque chose... il y a quand même un certain piège là, dans le technosolutionnisme là, de dire que l'IA, oui, va nous sauver beaucoup de temps puis nous rendre bien efficaces, mais c'est un monstre qui va gober une quantité phénoménale d'énergie, puis cette énergie-là ne sera pas propre et renouvelable dans tous les cas, loin de là. Fait que je pense aussi qu'on a de sérieuses questions à se poser sur comment on va faire en sorte de ne pas prêter flanc trop facilement à une critique facile de « Ouais, mais tu sais, ces serveurs-là sont en Chine, ils roulent avec l'énergie qui a été fabriquée avec du charbon. » Fait que là, bon, comment est-ce qu'on fait en sorte que les serveurs sont peut-être ici, puis aussi comment est-ce que le fonctionnement même de l'IA et des algorithmes fait en sorte de pas toujours faire tourner la grosse machine quand il repose 3 fois la même question. Si vous faites une recherche sur Google, ben, si vous faites rouler Google pour trouver le site de Radio-Canada sur lequel vous allez à tous les jours, ben, votre ordinateur est assez par cœur. Vous le savez, ça, que dans le fond, mais tout le monde tombe par facilité ou par paresse dans ces pièges-là, mais nos requêtes aux intelligences artificielles peuvent générer des quantités phénoménales de dépenses énergétiques. Donc, je pense qu'il y a là une réflexion à avoir sur comment on va rendre même la mécanique de fonctionnement des requêtes, de faire rouler nos outils qui traitent nos données de manière à ce qu'elles soient plus sobres. Sinon, ben, on prête vraiment plus de flanc à une critique qui est facile, puis
on va se faire dire que les promesses d'efficience de l'IA ne se matérialiseront pas. Là. Je te vois beaucoup sourire, Yacine. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Effectivement, Merci, Patrick. effectivement, il y a une consommation énergétique énorme. En fait, bon, moi personnellement, même si j'adore l'environnement, etc., c'est vrai que j'y pense pas énormément parce que c'est comme dans ma tête là, c'est comme on a besoin de ces serveurs-là pour travailler, etc. Donc je me dis, mais effectivement, Patrick a tout à fait raison par rapport à ce point-là. Mais le côté positif aussi, c'est que en fait, il y a, on va dire, il y a du progrès aussi à ce niveau-là, même au niveau de la consommation avant. Par exemple, on va dire, des initiatives, par exemple, justement pour réduire la consommation énergétique. Il y a on va dire, il y a du progrès à ce niveau-là, côté technologique, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait, par exemple, en ce qui concerne les capteurs, il y a des capteurs qui sont low energy, donc qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Il y a aussi, par exemple, des fois où on a besoin d'envoyer les données sur les serveurs, vu que maintenant toutes nos machines, tous nos ordinateurs sont assez puissants pour effectuer des traitements. Il y a aussi un calcul distribué aussi qui peut se faire. Mais effectivement, on a toujours cette dépendance-là au serveur. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça va prendre des années, peut-être plusieurs années. Là, mais il y a du progrès qui se fait. Peut-être que moi, je suis un petit peu optimiste là, à ce niveau-là. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Patrick Morin, merci beaucoup. C'est à vous, chère assistance, de poser vos questions. Avez-vous des questions pour nos panélistes? Je vois, je crois, quelqu'un avec un micro dans le fond. Je ne suis pas capable de voir c'est qui l'a. Bref, il y a quelqu'un avec un micro. Alors, quand vous avez votre question, je vous demande de vous nommer, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je m'appelle. Un petit peu peut-être votre job, là, comme je travaille à l'ISMER, puis votre question. Puis vous pouvez aussi orienter votre question à un ou l'autre des panélistes. Parfait, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Sainte-Marie. Je suis depuis peu la directrice du système intégré d'observation des océans du Canada, le SIOC ou CIOS, comme on a parlé dans l'introduction à l'OGSL. Et ma question, avant que j'oublie, c'est, dans le fond, on vit dans évidemment un contexte quand même assez complexe depuis depuis toujours, hein, l'humanité au complet, mais bon, ramenons ça à plus récemment, où il y a pas mal d'enjeux à inclure la science dans les décisions publiques. Ça s'accentue quand même avec un certain contexte géopolitique. Donc, avec l'arrivée, ma question c'est en rapport avec l'IA, mais j'invite n'importe qui aussi, Mathilde et Patrick également, à partager leur point de vue là-dessus. Avant que ça devienne vraiment partout là, dans notre science et dans notre utilisation des données qu'on fait, comment garder l'élément de confiance envers des décideurs publics et des gens qui vont réutiliser ces données-là dans le contexte où on va peut-être avoir de plus en plus des outputs générés par de l'IA? C'est sûr que l'OGSL puis le CIO, on a une partie de la réponse à être particulièrement transparent dans notre utilisation de l'IA dans nos outils, mais plus globalement, là, en sortant ça un peu de l'OGSL en sciences en général. Merci. Félix, est-ce que tu pourrais augmenter un petit peu la lumière dans l'assistance pour qu'on puisse voir les personnes qui parlent? Merci beaucoup. Je crois que c'est... Allez-y. Je peux répondre par rapport à ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est comment avoir un petit peu plus de confiance sur l'utilisation des données quand on fait appel à l'IA. Si j'ai bien compris, c'est ça? C'est un petit peu ça, ok. Donc, à mon avis, c'est vrai que c'était un souci, par exemple, on a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers l'exploitation de ce qu'on appelle des LLM, donc les Large Language Models. Donc, par exemple, tout ce qui est IA générative, etc. Et ça implique d'envoyer des données. Ils utilisent des API, on envoie des données sur des serveurs. On a toujours cette inquiétude-là sur le fait que, quand on envoie ces données-là sur leur serveur, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'ils vont les garder? Est-ce qu'ils vont les réutiliser, etc. Donc, des fois, il y a des promesses qui sont faites. Personnellement, j'y crois pas trop. C'est le fait que on ne va pas les utiliser, on va les garder privés, etc. Mais je suis pratiquement sûr qu'ils vont être réutilisés pour l'entraînement de leur modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, par exemple, quand on a par exemple la partie LLM, on a la possibilité maintenant, avec des modèles open source, de les faire rouler directement sur la machine en local. Donc ça veut dire que si vous avez des serveurs qui sont disponibles, ils ne sont pas si chers. On a acheté l'année dernière pour une compétition, on peut acheter un bon serveur à $3000, ça ne coûte pas cher, usagé, pas neuf là, mais ça permet de faire la job, de faire des calculs et tout ça. Et donc, on peut faire rouler ces modèles-là d'IA directement en local. Donc, il n'y a aucune donnée
qui est partagé, on va dire, avec d'autres organismes ou quoi que ce soit. Donc ça permet un petit peu de sécuriser si jamais les données sont sensibles. Après, si ce n'est pas des données qui sont sensibles, je veux dire, il y a certaines données où ça n'a pas forcément, on va dire, il n'y a pas vraiment de risque, par exemple, ça n'implique pas les sujets humains ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème. Aussi, pour l'utilisation commerciale, ça c'est aussi un souci. Par exemple, des fois, quand on essaie d'accéder à des données, ils me disent, vous pouvez les utiliser sans aucun problème, mais si c'est pour une utilisation commerciale, vous n'avez pas le droit. Ça arrive souvent quand on entraîne nos modèles. Donc pour la recherche, c'est correct, mais si c'est pour une utilisation commerciale, non, c'est tout à fait logique là, de faire ça. Mais ça aussi, on n'a pas forcément, malheureusement, un contrôle. On doit juste se fier à la parole des personnes qui ont signé le consentement. Merci. Moi, il y a différents niveaux, je dirais, de responsabilité. Puis, tu sais, je ne suis qu'un humble biologiste, là, je ne suis pas éthicien. Mais il y a une responsabilité c'est difficile de dire qu'on va la mettre dans les mains des compagnies privées qui peuvent être derrière ça. Donc, il y a peut-être le rôle de nos législateurs. Puis, justement, c'est un problème parce que, comme ce sont non pas des fois c'est des mais des transnationales, donc les gouvernements de pays ont de la misère à avoir de l'emprise sur ces entités-là. Donc il y a vraiment un énorme défi pour lequel j'ai pas vraiment de solution. Je pense qu'il y a une partie de la solution, puis je fais attention de ne pas mettre le fardeau sur les individus, mais reste que développer le sens critique, de développer la capacité de comprendre les failles ou de comprendre ou de peut-être rester vigilant par rapport à l'effet boîte noire que l'IA ou d'autres outils peuvent avoir pour que les individus tombent pas dans le panneau. Puis là, ces individus-là seront des citoyens, seront des poseurs de questions, seront des journalistes, seront des décideurs. Puis là, il y a une partie là de la réponse que je mettrais. Merci beaucoup. Merci Patrick pour cet ajout. Je vois qu'il y a déjà une autre question. On vous écoute, donc votre nom, occupation, si vous avez envie, et question, s'il vous plaît. Yannick Gendreau, je suis biologiste, pêche océan Canada. Ma question, c'est en lien, vous y avez touché un petit peu là, de différents axes, là, ma question. C'est comme Patrick t'a parlé, tu parlais de prendre des données pour des décideurs locaux puissent prendre des décisions plus éclairées. Mathilde t'a parlé tantôt, puis là, vous allez voir le lien, qu'il y ait des données, des modèles peut-être en lien, la modélisation, en lien avec les données sur ces serveurs-là. Ma question est donc un peu la suivante, un lien avec tout ça. Il y a beaucoup de données qui sont très spécifiques, qui sont difficiles. Moi, je m'imagine être un maire à quelque part, puis prendre une décision en lien avec le développement du port de Rimouski. Je ne vais pas aller me rendre sur l'OGSL pour traiter les données. Donc, comment vous voyez un peu cette situation-là, comment on pourrait l'améliorer, puis c'est quoi le rôle peut-être de tous et chacun là, à travers tout ça? Voilà. Excellente question. Oui, merci. C'est mon ancien coloc de bureau de doctorat. On avait ce genre de discussion-là tous les jours pour essayer de refaire le monde. Non, elle est bonne ta question, Yannick, merci. Là, je pense que dans un cas, comme si je prends ton exemple, là, je pense que, mettons, un organisme comme le CRE peut être la personne qui va livrer l'information aux décideurs, mais d'aller trouver, de savoir que la donnée existe, qu'elle est sur le site de l'OGSL. Déjà, tu sais, puis je suis désolé, mais quand on prend notre café tous les matins, on ne va pas voir les nouveautés dans la base de données de l'OGSL. Donc, on n'est pas nécessairement au courant. Puis, il y a là, tu sais, peut-être des réflexes à développer pour se faire aider. Je ne pense pas que l'OGSL va vouloir écrire un mémoire pour ou contre le déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup à Kakula. Mais peut-être que l'OGSL pourrait dire « Hey, Creux, on a des données qui pourraient peut-être vous aider. » Puis on peut peut-être même vous donner un coup de pouce pour les digérer pour que vous puissiez les utiliser. Parce qu'avec le temps qu'on a, notre financement statutaire qui est gelé depuis 8 ans, puis pour encore un autre 2 ans, donc on a de moins en moins de moyens pour remplir notre mission de veille environnementale et de protéger le beluga et le caribou de la Gaspésie. Donc, tu sais, je pense que il y aurait peut-être là des réflexes à développer de collaboration, puis d'aide à la connaissance, l'appréhension, puis peut-être la digestion de la donnée. Peut-être que ça prend un autre joueur entre nous autres que l'OGSL. Mais voilà, ce serait mon début de réponse à ta question, Yannick.
Ouais, ben, je trouve ça intéressant l'idée d'avoir un intermédiaire finalement. Puis je pense qu'il y a des organisations même existantes qui peuvent prendre ce rôle-là. Mais aussi, je dirais, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de données. Là. Donc, il y a des données qui nécessairement sont compliquées puis vont être utilisées que par les chercheurs. Puis je pense que c'est correct. Il ne faut pas essayer de toutes les vulgariser puis les rendre utilisables. C'est pas ça l'idée. Puis je pense que si elles sont sur le G7 puis elles sont facilement accessibles, elles vont être utilisées par les chercheurs puis elles vont finir par aider à développer des produits qui, eux, peuvent être ensuite très facilement compréhensibles par les gens plus sur le terrain. Je pense à, mettons, Uranus qui fait des prédictions climatiques vraiment comme très concrètes ou tangibles. Mais, donc c'est ça. Je pense que c'est correct là, qu'il y ait plusieurs niveaux de données. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que ça pourrait être flagué, mettons, d'avoir un petit tag genre données de recherche ou données pour les décideurs. Je pourrais ajouter juste un petit point par rapport à ça parce que généralement, nous, quand on utilise les données en tant que chercheur, on va utiliser des données brutes parce qu'on veut avoir un maximum d'informations ou de données pour pouvoir créer, parce qu'on est en train d'essayer de chercher qu'est-ce qu'on pourrait créer sur cette base-là. Par contre, pour les décideurs, ils ont besoin d'avoir l'information qui est prête, en fait, bien présentée, etc., pour qu'ils puissent voir visuellement. Donc, généralement, ce qu'on utilise, c'est des tableaux de bord interactifs, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller avoir les données directement, on les télécharge sous un format, par exemple, données. Là, ça va être plus sur une interface, par exemple, web, ça se fait de plus en plus, où on a des tables, on a des graphes, etc. On voit ça, une évolution avec le temps. Puis ça permet de voir directement, d'interagir et d'interpréter, on va dire, l'information qui est contenue dans ces données-là beaucoup plus facilement. Alors que si, par exemple, c'est sûr que si on a sous forme de gros fichiers CSV ou juste des tableaux, c'est sûr que pour un design, c'est du chinois pour moi. Je m'excuse s'il y a des gens qui parlent chinois, mais voilà, donc c'est un petit peu ça. La visualisation des données, là, rendre les données visibles, ouais. En effet, vaste programme en tant que communicatrice scientifique, je travaille là-dessus. Oui, il y a une autre question, on vous écoute. Oui, allô, ok, ça marche. En fait, je trouve ça super intéressant. Comment? Ah oui, c'est ça. Moi, c'est Gabriel. Je travaille à l'OGSL. Il y a des choses que je sais sur la gestion de données, puis j'ai le goût de renverser un petit peu la question. En fait, il y a des réflexions actuellement que j'ai partagées avec des collègues, avec des gens que je rencontre des fois. Il y a été question de la sobriété des données, par exemple. Donc, que de les réutiliser, ça peut être une façon d'éviter éventuellement des efforts qui pourraient engager des énergies carbonées, en tout cas, bref, toute cette chose-là. Inversement aussi, on est dans un univers où de plus en plus, on se fait dire qu'il faut garder les données, qu'il faut les stocker, qu'il faut les conserver. Puis ça aussi, ça a un coût énergétique en soi. Plus on en garde, plus on a des serveurs qui roulent, puis plus il y a de l'énergie qui se consomme. En guise de première solution, là où je me dis qu'il y a peut-être une voie de sortie, c'est que qu'est-ce que de pire qu'une information, une information qui ne sert à rien, c'est là où c'est pire. Donc, la rendre utilisable, c'est de la mettre en action. Donc, c'est potentiellement la rendre utile pour pouvoir agir. Puis, ma question, c'est, vous avez parlé un petit peu de ce que l'OGSL pourrait faire, par exemple, c'est-à-dire flaguer des types de données, prendre contact avec des organisations en disant « voici ce qu'on a ». Comment des organisations non gestionnaires de données, par exemple, une université, je sais que vous gérez les données, mais pas à la manière de l'OGSL, par exemple, ou le CRE, ou peu importe. Quel rôle peuvent jouer vos organisations dans la sobriété des données? Dans le sens où on peut en faire un bout, mais ça va être un travail collectif. Quel est votre bout? Il faut y penser. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Puis c'est vrai que je pense qu'on aurait un rôle à jouer. Puis tantôt, on parlait justement de comment amener les données vers les utilisateurs. Puis là, j'étais comme, ouais, mais en fait, c'est à qui? Puis je pense que ça peut facilement tomber entre deux chaises, ce genre de rôle-là, où est-ce que s'il n'y a pas quelqu'un qui sait sa job, il n'y a personne qui va le faire. Mais donc, clairement, une partie de la solution est là. Puis je pense pas que c'est le rôle que de l'OGSL, fait que oui, nous aussi de partager les données. Puis après, dans aussi réduire les coûts énergétiques, je pense que en ce moment, il y a probablement des sets de données qui sont à plusieurs endroits aussi. Fait que déjà, de réduire ça peut déjà aller couper en 2 ou en 3 les serveurs que ça prend, puis s'assurer que c'est des serveurs qui sont utilisés sur
qui sont alimentés par des énergies renouvelables. Puis ça, je sais que ça peut se faire de plus en plus. Il y en a qui font attention à ça. Donc, peut-être les 3 éléments. Bon, moi, ma première solution qui devrait nous donner 10 ans, c'est d'effacer toutes les vidéos de chats. Fait que là, ça nous donne l'espace serveur, tu sais. Puis là, dans 10 ans, on se repose la question. Ben, en fait, on profite des 10 ans pour réfléchir. Il y a énormément de poubelles sur des serveurs. Puis, moi, je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer sur la conscientisation de tout le monde à remplir nos téléphones. Puis tu sais, c'est la même chose avec les données. Là. C'est le mal de l'infini. Puis vraiment, là, pour vrai, là, je pensais pas, là, mais lisez ça. OK? Puis là, l'autre bout de la question, c'est par rapport à comment voyons, j'ai perdu mon fil. J'étais vraiment parti. Les chats, les données, ouais, les trop chats, données dans nos les cellulaires. chats, les données. Ah oui, c'est ça. C'est dans le fond, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne met pas de prix et de limite à l'énergie. Puis vraiment, le monde sans fin, là, je pensais pas, mais... Puis une idée souvent que j'ai eue, puis c'est une façon de l'illustrer, ça serait pas la façon de le faire, mais si on avait 2 cartes de crédit, une pour le carbone, puis une pour l'argent, puis à chaque fois que tu veux poser un geste, il faut que tu payes en argent, il faut que tu aies l'argent, mais il faut aussi que tu ailles avec un budget carbone mondialisé, avec les sets de données qu'on a, tout le monde, là, si on est capable de faire rouler la bourse, on serait capable de faire rouler un vrai budget carbone. Puis là, on serait obligé de mettre un plafond à tout ça. Puis là, on ferait peut-être un choix intelligent entre la vidéo de chat puis les données sur l'hypoxie dans le fleuve. Puis on devrait, si on avait un coût à payer à tous les pixels qu'on met de photos, de vacances, peu importe où, puis si on voyait le poids carbone de ça, ça finirait par être gênant. Puis là, ben, on ferait peut-être des choix plus intelligents. Fait que moi, je le ramènerais à ça parce que la sobriété, on va difficilement s'en sortir sans ça. Puis comme il n'y a pas de limite concrète à tout le monde, ben, on fait juste rajouter de la donnée, qu'elle soit scientifique ou de la vidéo de chat, il n'y en a pas de Christie de limite. T'sais. Fait que moi, je vois vraiment un problème là. Ça me fait penser peut-être à un autre élément, garder la localité, puis je sais là, ce serait une question pour vous, les gens de l'EGSL, mais les serveurs de l'EGSL, ils sont où? Si on sait, si on garde le contrôle, on sait où. Dans le fond, une traçabilité, finalement, hein? Avoir une traçabilité sur les données, puis c'est ça, garder ça petit. L'autre élément, c'est tellement facile de se décharger puis de dire « Oh non, mais moi j'étudie des trucs en lien avec l'environnement, fait que c'est pas grave, mes données ils valent la peine. » Ben, je pense qu'il faut comme tout le temps quand même continuer à se poser la question. Je pourrais rajouter juste un point à ce niveau-là. C'est vrai que là où on stocke nos données, ça va avoir son importance parce qu'on rencontre en fait un dilemme parce que si on choisit de stocker nos données sur le cloud, donc ce qui fait que ce qui va arriver, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur cette infrastructure-là, quel type d'énergie est utilisé, on n'a aucun contrôle. C'est-à-dire que, mais par contre, on a une assurance sur quoi on ne va pas perdre nos données. Donc ils vont faire, c'est pas notre job, c'est à eux de faire ça, mais on paye pour cette garantie-là, comme quoi nos données vont être conservées quel que soit X, donc que ce soit chez Google, que ce soit chez d'autres fournisseurs. Amazon, etc. Par contre, si par exemple on stocke nos données en local, c'est-à-dire qu'on a nos propres serveurs, là on a un contrôle sur où est-ce qu'on le stocke, on a un contrôle sur la consommation parce qu'il y a des systèmes d'optimisation. On peut par exemple faire en sorte que certaines des données qui sont les plus accessibles vont être stockées par exemple sur des disques par exemple SSD ou ils vont être accessibles directement, d'autres données vont être archivées, ce qui fait que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mais donc là, on a un contrôle total. Mais par contre, s'il y a un dégât des eaux, s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose, ben, nos données sont perdues, puis là, on est foutu. Donc c'est un dilemme qu'on rencontre actuellement. Tout le monde un petit peu essaye de s'orienter vers la sécurité. Je vous dis moi-même, par exemple, certaines des données que j'utilise sont au niveau de, je veux dire, dans par exemple, mon disque SSD, je les garde avec moi, mais je me dis, je pourrais perdre le disque, il pourrait, par exemple, cesser de fonctionner du jour au lendemain. Donc, je les stocke au niveau par exemple, des serveurs de Lucar. Mais là aussi, on va dire, il y a un contrôle à ce niveau-là, parce que c'est quand même le serveur de Lucar. Donc, mais beaucoup de personnes, quand il y a une quantité de données qui est importante, ils vont s'orienter vers le cloud et malheureusement, on n'a pas trop le choix. Oui, Patrick
2 minutes, puis après ça, Mathilde. Je vais faire ça plus court, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi au niveau de la circularité, l'économie circulaire, puis l'énergie qui va être utilisée pour les serveurs génère de la chaleur. Puis là, il y a quelques exemples qu'on a de data centers qui servent à faire pousser des légumes. Fait qu'il y a quelque chose là. Puis avec aussi tout ce qu'on a nommé, je pense qu'on pourrait commencer à réfléchir ensemble à des protocoles de qu'est-ce que serait une saine utilisation de tout ça. J'en profite pour parler. J'en ai parlé en pré-entrevue, on a un petit projet, nous, avec Fab Région. On veut parler de l'autonomie régionale. On jongle avec l'idée d'utiliser l'IA, puis on a un peu peur de tomber dans les pièges. Fait que, c'est un peu de réfléchir, OK, quelle serait une utilisation qui serait éthique, responsable d'un point de vue environnemental et utile à la société de l'IA. Puis ces conditions-là qu'on se donnerait, ben, ça pourrait peut-être être une sorte de guide de la saine utilisation des données et des serveurs qui pourrait, après ça, on pourrait essayer de démocratiser, de publiciser. Je suis vraiment d'accord avec d'avoir des serveurs peut-être qui peuvent être un beau projet sans que ce soit vraiment la solution parfaite, mais utiliser l'énergie pour autre chose, ça pourrait être ça pour les 40 ans de l'OGSL, des serveurs qui font pousser des légumes pour... Puis aussi, juste revenir aussi, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir des serveurs locaux, mais de manière sécuritaire. On peut avoir à 2 endroits, je pense que ça peut totalement se faire. Mais ça coûte cher. Il y aurait peut-être une lettre à ajouter à faire. On pourrait mettre un E à la fin pour comme écologique, environnemental, Oui, puis je vais le dire, après, si vous avez envie de continuer à en parler, venez donc, ça pourrait être intéressant. Donc, on va prendre une dernière question. Merci de vous nommer. Oui, Claude Tanguy, simple citoyen, grand passionné de la pêche. Excusez-moi pour la photo de ma chatte, mais j'aime les chats. Moi aussi. Non. Je suis un passionné de saumon. En fait, je suis un architecte à sa retraite. Ça fait 3 ans que je suis dans le secteur. J'ai déménagé ici parce que j'adore, très préoccupé par le fleuve, etc. Passionné de saumon, c'est que le saumon est en baisse. Puis, on parle d'intelligence artificielle, on parle de où trouver. Il y a des causes qui ont été lancées comme la pêche par les Inuits au Groenland, la température de l'eau dans le Golfe, le faible débit des rivières, les espèces de prédateurs comme le bar rayé et le phoque. Alors je me dis, oui, quelqu'un de très organisé avec l'intelligence artificielle, jusqu'à quel point on peut mettre ça ensemble et trouver des solutions, mais jusqu'à quel point les solutions sont difficilement trouvables. Et l'autre facteur que je trouve intéressant, puis c'est là-dessus que je voudrais vous entendre, c'est qu'il y a le facteur humain. C'est-à-dire que on parle, le saumon baisse à cause de ci, de ça, mais il y a les Premières Nations qu'on consulte peut-être pas, les pourvoyeurs qu'on consulte peut-être pas, les pêcheurs qu'on consulte peut-être pas. Donc, asseoir les différentes personnes, ce que vous disiez, et le traitement des données faire. Alors, ma question, c'est, on dit intelligence artificielle, sobriété. On ne peut pas tout mettre sous des serveurs. Je pense que votre idée de dire, oui, il faut estomper ce qui est moins utile, on le met de côté, ce qui est plus utile. Ce qui me fait un peu peur, c'est de penser que sur le cloud, ils vont le faire, c'est leur problème. Eux autres vont avoir besoin de serveurs. Le gouvernement du Québec va leur vendre de l'électricité. Alors, c'est un peu ça. Donc, ma question, c'est la notion d'être très logique, puis que c'est très bon pour mettre les données ensemble, et aussi la notion de ça comme un écosystème où l'être humain est très important, parce qu'on a beau dire que ça prend des études, mais il y a un président américain qui dit que ça n'existe pas, il n'a pas de problème. Alors, c'est ça. Merci. Est-ce que vous auriez le goût d'échanger sur l'importance de la communauté dans le partage des données, puis comment est-ce que les données peuvent être, comme ça a été nommé, là, donc harmonisées de manière à répondre à des questions complexes? Je peux répondre, moi, oui, la communauté, enfin, l'aspect humain est très important parce que, première chose, donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, des experts dans chaque domaine. Donc là, on doit les consulter pour avoir l'information. Mais quand je dis expert, c'est pas forcément juste expert. Ça peut être quelqu'un, par exemple, des gens qui travaillent dans le domaine, par exemple, qui vont en mer régulièrement. Ils peuvent donner des informations vraiment pertinentes que d'autres personnes ne vont pas forcément dire parce qu'ils ne se déplacent pas sur terrain. Puis aussi, on va dire, l'aspect un petit peu communauté est très important parce que moi, je dirais qu'avant, on va dire avant Internet, avant qu'on puisse partager un petit peu les données à travers des plateformes, etc.,
Je sais que, par exemple, moi, mes professeurs à l'époque, ils me disaient que les données, ça se partageait lors de conférences avec des CD. Donc, du coup, parce qu'ils ne pouvaient pas apporter avec eux, genre, c'était pas disponible sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, ils apportaient des CD, ils disaient, bon, si tu viens, rapporte-moi ces données pour que je puisse les utiliser pour ma recherche, etc. Et ou des flash disques, ou des disquettes, ça dépend un petit peu à quel temps on remonte. Mais oui, voilà, c'est ça, l'aspect humain est très important, que ce soit pour avoir de l'information, parce que toute information est bonne à prendre. Tiens, moi, je ne fais pas de discrimination à ce niveau-là, parce que c'est quand même, toute information peut être importante. C'est sûr qu'il doit y avoir une analyse, une validation, mais toute information est importante. Donc pour moi, je dirais que ce soit pour le domaine des données, même dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'aspect un petit peu humain reste très, très, très important et primordial. Merci. Patrick? Ben, ce que vous décrivez là, monsieur, c'est un peu, pour nous, c'est notre pain et notre beurre de générer des occasions de concertation où on va asseoir les personnes que vous nommiez. Mettons, on est sur la question du saumon, les pourvoyeurs, les autochtones, le ministère des Forêts, parce qu'il y a un lien très grand entre les deux. Puis, dans ces instances-là, souvent, le ministère va avoir quand même des données, mais on ne les a pas tout le temps. Des fois, c'est l'organisme de bassin versant qui va nous fournir les données, par exemple, sur les refuges thermiques pour le saumon. Donc, c'est d'avoir accès aux données, mais si on ne l'a pas, ben c'est là d'avoir le réflexe et l'accès à cette donnée-là pour nourrir la réflexion. Moi, je fais ça depuis vraiment plusieurs années, puis j'ai vu une grande amélioration si je prends vraiment la gestion, mettons les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire pour la forêt. On faisait des fiches enjeux-solutions, puis certains enjeux, les industriels forestiers ne voulaient pas les voir, mais une fois qu'on donne la donnée, une fois qu'on leur montre la preuve que telle pratique, telle façon d'entretenir les chemins amène de l'ensemblement des frayères à saumon, puis amène, OK, là, ça devient indiscutable, puis là, après ça, on tombe en mode solution. Parce que l'humain, le facteur humain, c'est aussi... on est un peu paresseux du cerveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous lirez le bug humain aussi, on parle beaucoup de lecture depuis tantôt, lisez le bug humain, c'est vraiment intéressant. Mais le cerveau humain est fondamentalement paresseux, puis il cherche à refaire la même affaire parce que créer des nouvelles connexions, c'est fatigant. Fait que de changer nos façons de faire, l'humain ne veut pas faire ça. Fait qu'il faut un peu des fois avoir une preuve qui est assez solide, béton, pour après ça forcer les changements. Puis ce qui est assez merveilleux là-dedans, quand on le fait bien, c'est que nos mêmes amis forestiers qui disaient que les 7 merveilles du Bas-Saint-Laurent, les aires protégées, ça allait être la fin de l'industrie forestière au Bas-Saint-Laurent, que les usines de presse allaient fermer, bien finalement, 10 ans plus tard, ils sont dans la même instance de concertation, puis ils disent quand est-ce qu'on va les avoir nos aires protégées? Tu sais, c'est rendu leurs aires protégées, ils se les ont appropriées, puis ils sont contents. Cette gestion-là du changement de perspective dans le cerveau humain prend du temps, il faut être fichtrement patient, je vous en passe un papier, mais la donnée est vraiment importante, puis d'asseoir les personnes ensemble. Afin de contourner nos biais cognitifs qui, en effet, nous rendent paresseux et paresseuses. J'aimerais clore ce panel en parlant un petit peu de Transformer l'action pour le climat, qui est une gang qui fait exactement ce qui a été discuté par le public et par nos panélistes, c'est-à-dire arrimer les connaissances, par exemple, plutôt que d'envoyer des bateaux de scientifiques sur le fleuve pour obtenir des données, ben, c'est les pêcheurs, les pêcheuses qui collectent les données. Et ces données-là deviennent humaines, deviennent un petit peu teintées de l'expérience aussi. Donc, elles deviennent des données beaucoup plus intéressantes et plus grandes que des chiffres dans un fichier Excel ou CSV ou whatever, le type de fichier qu'on utilise. Un grand merci à chacune d'entre vous. Patrick Morin-Cre BSL, Mathilde Jutras qui est à l'ISMER et Yacine Yadaden qui est informaticien à l'UQAR Lévis. Merci beaucoup.